on a souhaité du coup aborder autour de cette table ronde en fait la problématique, on va dire, l'anticipation de tout ce qui va être maintenance au niveau donc des fermes EMR flottantes, de discuter ensemble des perspectives que pouvait apporter l'utilisation donc de l'instrumentation, de la mise en place de capteurs dans des modèles hybrides, où on va cumuler en fait ces résultats donc issus de simulations numériques et de nos résultats de monitoring. Donc du coup, pour aborder ces sujets, nous avons 5 intervenants aujourd'hui. Donc tout d'abord Alexis Benamou, donc architecte naval éolien flottant chez Total Energy. Donc, merci Alexis. On a Maxime Pachot, donc responsable soutien technique pour les flotteurs et ancrage chez développeur RWE. Romain Ribaud, donc ingénieur de recherche, système ancrage et monitoring au sein de France Énergie Marine. Antoine Maison, donc ingénieur de recherche également au sein de France Énergie Marine. Et donc Louis Gros, qui est directeur digital chez un partenaire, donc Morphosense. Donc du coup, ce qui nous a motivé à introduire cette table ronde, c'est vraiment à travers aussi le dynamisme que l'on voit tous de la filière EMR actuelle et particulièrement de l'éolien en mer. Donc avec des perspectives de croissance importantes, notamment donc, sur l'éolien flottant, sur lequel on va s'intéresser sur des sites donc, de plus grande profondeur, plus loin des côtes, donc anticiper le développement donc, de l'augmentation de la puissance des machines et du nombre de machines au sein des parcs. Et donc du coup, l'objectif dans les phases de conception et après de déploiement, c'est bien entendu de disposer de systèmes les plus fiables possibles et les plus robustes dans le temps. Afin de progresser, au sein de cette table ronde, on va commencer en fait par introduire la notion donc, du système qu'on appelle éolien flottant dans sa complexité. Quels sont les outils que nous utilisons en fait actuellement, qui sont à notre disposition dans les phases de conception et après de suivi de ces systèmes, pour pouvoir ouvrir sur la suite à travers la mise en place de capteurs. Donc du coup, pour parler justement de l'état actuel, un peu de l'historique de comment est-ce qu'on traite cette modélisation actuellement, je propose à Maxime donc, de pouvoir intervenir sur ce sujet-là, s'il te plaît. Merci. Tout à l'heure, les dernières questions étaient vraiment bien amenées et un peu complètement pas prévues. Donc merci à ceux qui les ont posées et celles qui ont posées tout à l'heure pour faire le lien entre la modélisation des efforts et la modélisation des flotteurs. Ce que j'ai pu observer moi tout à l'heure, c'est qu'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient menés scientifiquement et techniquement pour modéliser les efforts aéro et hydro. Et que ça, c'est une très bonne chose. Qu'en plus, il y a le côté théorique, modélisation, qui rencontre par l'observation et la mesure de vitesse de vent et de force de vague, on va dire le terreau fertile qui permet d'avoir les deux, c'est-à-dire la théorie et la pratique qui se marient et des fois se rencontrent, et tant mieux. Et on va voir que, en fait, sur la partie modélisation des flotteurs, du système d'ancrage et l'éolienne, on n'en est pas encore complètement là. Et que c'est un frein à l'industrialisation et à l'accélération de la filière. En fait, il y a 4 mondes qui s'interconnectent et qui essayent d'interfacer correctement. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, donc il y avait le monde de l'aéro avec toutes les problématiques de turbulence, de vitesse moyenne de vent, etc. Donc, qui est très cher à nos amis qui viennent des éoliennes, dont on parle aujourd'hui. Parce que sans vent, il n'y a pas d'éolienne, donc il n'y a pas de productible, donc il n'y a pas d'électricité. Mais il y a aussi le côté hydro, donc observation de la mer, modélisation des vagues et mesure des forces de vagues. Il y a le monde du flotteur, qui est souvent qui vient du maritime, où on vient modéliser la structure flottante. Et il y a aussi le monde de l'ancrage, où les gens viennent calculer des lignes d'ancrage pour maintenir ces flotteurs en place. Et en fait, on s'aperçoit qu'à peu près depuis 10 ans, 15 ans, Yann Hervé, à peu près, on s'arrache les cheveux, littéralement, pour essayer de modéliser ces 4 mondes et de faire en sorte que les interfaces de ces 4 mondes se répondent et communiquent correctement, de manière les plus fluide possible. Sauf que, on l'a vu, chaque monde a sa vitesse, a ses inconvénients, ses avancées technologiques, et que l'idée, c'est que depuis 10-15 ans, on essaye à la fois faire des observations
dans le réel et de la modélisation dans le théorique. Alors, dans le théorique, c'est très bien, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de flotteur pour modéliser un flotteur et lui balancer des vagues et voir ce que ça lui fait, ancré ou pas ancré. Tout à l'heure, il y avait une question, je crois, sur le type de flotteur, c'est ça, qui était modélisé. Faut savoir qu'en fait, il y a à peu près... Enfin, là, c'est pareil, le débat est ouvert, mais grosso modo, il y a 5-6 familles de flotteurs. Et dans chaque famille, il y a des tailles, enfin, des dimensions, des critères de dimensionnement différents en fonction des développeurs de parcs éoliens, en fonction des avancées technologiques de matériaux. Donc en fait, avoir une librairie de flotteurs qui permettrait de un peu piocher un petit peu comme ça le type de flotteur en fonction du site, en fonction des observations aéro-hydro, on aimerait bien, mais on ne l'a pas pour l'instant. Et en fait, c'est ça, on va dire, le fil conducteur de mon propos au fil de la table ronde, ça va être ça, la réalité fait que l'industrie des éoliennes flottantes, elle n'en est qu'à ses balbutiements. C'est vraiment une toute jeune industrie, et qu'on en est à avancer des types de modélisation donc, de flotteurs avec les structures, des lignes d'ancrage, différentes lignes d'ancrage, des différents types de modèles de caractérisation de vent et de caractérisation de houle et de courant. Et en fait, on essaie déjà de se mettre d'accord comment faire pour faire interfacer ces 4 mondes avant même d'avoir un retour de la réalité qui serait on va dire, de monitorer une éolienne flottante. C'est ce qui est en train d'être fait avec iWind. Et encore, il faudrait savoir quel type de capteurs ont été installés sur iWind, parce que je ne pense pas que ça réponde aux 4 mondes. Alors, l'instrumentation va arriver et on pourra parler après des technologies de capteurs, justement. Exactement, avec Morphosense. Et donc, vous voyez bien qu'on en est vraiment, on n'a même pas commencé le bouclage de la boucle. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire, en fait, en interfaçage de réalité par rapport à la modélisation pour justement valider les designs et valider les théories qui se trouvent derrière les logiciels. Donc pour continuer sur la réponse, les logiciels, il y a à peu près 10-15 ans, pareil, on en était au balbutiement du logiciel de modélisation d'éoliennes flottantes, où on essayait de coupler les différents efforts aéro-hydro, on essayait de coupler l'hydro avec l'ancrage pour les flotteurs d'éoliennes, notamment le fait que le couplage hydro-structure et hydro-ancrage, tu pourras en parler tout à l'heure peut-être, il vient de l'oil and gas. Et l'oil and gas, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des grands corps. Donc en gros, des gros navires ancrés qui voient la mer, entre guillemets, d'une certaine manière. Sauf que les flotteurs d'éoliennes sont beaucoup plus petits, sont beaucoup plus fins. On a des diamètres de dimensions beaucoup plus raisonnables, on va dire. Et ces flotteurs-là ne voient pas la mer de la même manière que les grands navires qui naviguent autour du monde et les grandes plateformes qui récupèrent le gaz ou le pétrole. Et ça, on s'en est aperçu avec les premières erreurs, en fait. La première fois qu'on a modélisé une éolienne flottante il y a 10-15 ans, on l'a littéralement détruite, numériquement. C'est-à-dire qu'en gros, elle répondait pas, les réponses qu'on avait en effort et en contrainte ne correspondaient pas du tout à la réalité. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de modélisation. On a dû commencer à faire des études un peu plus de recherche que de développement, en fait, sur comment on récupère les équations qui nous ont permis de créer des navires, créer des FPSO, créer des grosses plateformes fixes en Norvège pour récupérer du pétrole, etc. Et comment est-ce qu'on peut les adapter ou les réinventer pour les adapter à ce qu'on essayait de mettre en place, c'est-à-dire les premières éoliennes flottantes. Je ne sais pas si ça commence à répondre à la question. Si, ça répond, mais du coup, alors on a bien vu qu'effectivement, on est sur des types de corps beaucoup plus petits que dans l'oil and gas, hein, donc finalement avec des mouvements et des influences, des couplages différents. Et ça a ouvert quand même à un certain nombre de sujets, encore de R&D, comme tu disais, sur ces éoliennes flottantes. Et je ne sais pas si tu peux citer quelques exemples de sujets un peu sur lesquels on a progressé déjà dans la modélisation à travers des nouveaux choix technologiques et peut-être ceux à venir que l'on voit encore en perspective en restant peut-être grosse maille dans un premier temps. Oui, alors par exemple, tout ce qui est hydro-ancrage, donc caractérisation des forces de la houle sur le système d'ancrage ou hydrostructure, donc sur les vagues sur le flotteur, on sait faire.
Voilà, en 10 ans, on a compris comment fonctionnent les petits corps. On n'est pas encore complètement serein sur les coefficients de sécurité à appliquer parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est des efforts appliqués sur une structure pour dimensionner un flotteur, mettre de l'épaisseur d'acier, de l'épaisseur de béton, et mettre un prix derrière. Parce qu'au final, tout ce qui nous guide à la fin, c'est quoi? C'est des euros par mégawattheure à distribuer sur un réseau électrique. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc voilà, hydro-ancrage, on sait faire. Hydrostructure, on sait faire. Aérostructure, bon, on sait faire depuis longtemps, parce que les gens de l'éolien, c'est comme ça qu'ils développent le départ depuis des dizaines d'années. Par contre, essayer de coupler les 4 mondes d'un coup, là, on en est encore loin. Donc, tous les logiciels que vous trouvez sur le marché ou en LibreOffice, comme OpenFast, par exemple, savent coupler coupler, donc le mot est là, hein, par 2 mondes, savent coupler 2 mondes. Par contre, associer 3 mondes, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et en 4, n'en parlons pas, mais déjà 3, on voit que dans les logiciels commerciaux ou les logiciels libres ou universitaires, on essaye de mettre 2 plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, on vient faire en 2 temps. On vient coupler ce qu'on sait faire d'abord, sécuriser les résultats dans un espace temporel ou fréquentiel, et prendre ces résultats comme données d'entrée au 2e couplage ou au sous-couplage. Je prends un exemple. Moi, je viens de la marine, donc j'ai tendance à considérer l'éolienne comme un rebut. Désolé s'il y a des gens d'éolien dans la salle. Et donc, on vient prendre l'hydro-ancrage et l'hydrostructure, et on vient prendre les efforts éoliens qu'on vient appliquer au flotteur en pied de mât. On sait que c'est faux, on sait que c'est une grosse simplification, mais au moins, ça permet de dimensionner le flotteur au niveau de l'attache du mât de l'éolienne sur le flotteur. Voilà, avec donc, des efforts extrêmes, des efforts de fatigue. C'est les 2 grands champs d'efforts qu'on applique aux différentes structures que composent l'éolienne flottante. On ne parle pas de vagues accélérates, on ne parle pas d'événements anormaux, parce qu'en fait, c'est tellement... ce n'est pas dimensionnant, en fait, pour le projet. C'est dommage si ça arrive, mais le degré d'occurrence est tellement faible que finalement, ça passe dans l'assurance plus que dans le calcul, quoi. Voilà. De manière très pragmatique. Total ne me contredira pas là-dessus, je pense pas. Voilà. Ok, Maxime. Écoute, merci. On pourrait y revenir peut-être plus en détail au fur et à mesure des questions et du déroulement du coup de la table ronde. Donc déjà, on voit bien la complexité qu'on a encore en modélisation, en fait, à pouvoir coupler globalement l'ancrage, l'hydro, l'aéro. Les phases de conception s'améliorent, et ça nous permet déjà d'identifier les axes de progrès et, on va dire, les facteurs dominants, les endroits où on doit encore acquérir de la donnée pour pouvoir affiner nos modèles, affiner justement ce couplage et cette modélisation. Et donc, du coup, pour évoquer comment on se projette, comment on se situe actuellement dans les phases de conception sur qu'est-ce qu'on doit monitorer, quels sont les endroits cibles clés sur lesquels on a encore de la valeur à acquérir, je vais laisser la parole du coup à Alexis Banamou de chez Total. Merci Alexis. Merci. Alors, avant d'aborder un peu le sujet de qu'est-ce qu'on veut monitorer, etc., je voudrais d'abord faire un petit aparté sur la notion de jumeau numérique en tant que tel, puisqu'en fait c'est un mot qu'on entend beaucoup, alors, digital twin en anglais, qui recouvre un peu plusieurs réalités, et quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que représente pour lui le jumeau numérique, en fonction de son expérience personnelle, il va avoir plusieurs réponses. Alors pour certaines personnes qui sont plutôt des numériciens, on va avoir vraiment le côté, c'est un peu ce qu'évoquait Maxime, c'est-à-dire plutôt le côté modélisation numérique, un modèle qui permet de représenter ou de modéliser la structure et son comportement. Si on demande plutôt à des gens qui font de la mesure, à l'extrême inverse, on va avoir, ça va être plutôt des gens qui vont dire c'est juste, on vient collecter la donnée de capteur et puis on l'intègre dans un système qui représente au mieux les mesures qu'on vient faire. Et finalement, nous ce qu'on voudrait un peu mettre en place, c'est la réunion des 2 mondes, c'est-à-dire avoir un système complet qu'on appellerait jumeau numérique, qui vient justement coupler les données de mesure et avec le modèle numérique. Donc, pour répondre à ta question,
c'est donc ce qu'on veut monitorer. Déjà, pourquoi est-ce qu'on veut monitorer? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de monitorer? Il faut s'imaginer que les fermes éoliennes qu'on veut développer à l'avenir font plusieurs centaines de mégawatts, voire plusieurs gigas dans les 10 ans à venir. Donc ça va représenter plusieurs dizaines, voire centaines d'éoliennes qui seront installées dans un parc distantes de plus d'1 kilomètre, voire plus chacune, avec des objets qui sont très complexes. On a quand même la turbine, qui est quand même un objet où voilà, il y a besoin de beaucoup de maintenance. On a des machines tournantes. C'est des objets qui sont complexes à maintenir, qu'on vient poser sur un flotteur, qui a son comportement, qui a ses ancrages, etc. Donc tout ça, c'est un objet très complexe. Et donc on a un besoin de savoir, alors pas forcément en temps réel, mais au moins en léger différé, de savoir comment se comporte le système dans la réalité. Premièrement, parce que, comme le disait Maxime, les modèles numériques qu'on fait aujourd'hui, ils ne sont pas parfaits. Donc on ne sait pas, aujourd'hui, on design notre système, on pense qu'il va être là. Donc la première réponse qu'on va vouloir avoir, c'est est-ce que finalement le modèle se comporte, enfin notre unité se comporte comme on l'avait prévu à la base. Donc ça, c'est un premier point, donc pour valider les modèles. Et ensuite, aussi arriver à optimiser la maintenance pour réduire nos opérations. Et en optimisant cette maintenance, l'objectif final, c'est aussi d'avoir une bonne disponibilité sur notre ferme, puisque l'objectif, c'est d'avoir une maintenance qui soit la plus optimale possible pour limiter les temps de panne, voire carrément les éviter, même si ça va être très compliqué, mais pour avoir une disponibilité et que l'énergie soit produite au final. Donc ça, c'est très important. Et le troisième vraiment objectif qu'on a le besoin de ce digital twin et ce jumeau numérique, c'est d'arriver au bout de 25-30 ans, une fois qu'on arrivera en fin de vie, en tout cas de ce qui a été prévu au design, on va se poser la question, finalement, est-ce que aujourd'hui, on peut encore opérer 5 ans, 10 ans, 15 ans de plus? Et pour répondre à cette question, en prenant le minimum de risques possible, c'est là que tout le monitoring qu'on aura fait au cours des 25 dernières années, depuis le tout début de l'installation, va nous permettre de répondre à cette question, notamment pour tout ce qui va être dimensionné en fatigue, pour savoir qu'est-ce qui a été vu réellement par nos unités, et voir où est-ce qu'on se situe par rapport au design, pour savoir si on peut, en toute sécurité, sans prendre de risques, étendre de 5, 10 ou 15 ans. Et c'est vraiment, à ce moment-là aussi, ça a une très très grande valeur, puisque évidemment, on imagine que si notre projet a été dimensionné pour 20-25 ans et qu'on l'étend de 10 ans, en termes financiers, c'est tout bénef. Donc ça, voilà, c'est un point important. Ok, merci Alexis. Donc on voit déjà qu'on identifie comme cette acquisition de données et la mise en place par la valorisation de ces données-là d'un jumeau numérique comme vraiment un axe important, d'une part pour la conception et la fiabilité des futures fermes flottantes, et d'une part vraiment un élément d'acquisition essentiel qui nous permettra de mieux suivre le comportement, de mieux suivre les sollicitations sur le court, moyen et long terme des futurs parcs pour pouvoir peut-être les valoriser plus longtemps par la suite. Donc du coup maintenant, je vous propose de s'intéresser au projet et à cette thématique justement et comment elle a été initiée en fait au sein de l'Institut France Énergie Marine. Et du coup, je propose peut-être à Romain, si vous nous présentez comment on a abordé cette thématique, quels sont les projets en cours à venir, en phase conception, en phase installation. Voilà. À toi, Romain. Ouais, merci Nicolas. Donc cette thématique chez France Énergie Marine du jumeau numérique hybride où on intègre le modèle et les mesures, en gros ça a démarré vers 2016 avec un projet qui s'appelle MHM-EMR et qui s'intéressait au suivi des ancrages. Suite à ce projet, c'était un projet avant tout méthodologique où on a pu tester nos approches vraiment dans un environnement 100% numérique.
on s'est surtout axé sur la fatigue des ancrages, sur un mode de dégradation, tension-tension. Et puis, donc c'est un projet Corette 2021 qui a commencé en décembre dernier, qui s'appelle Dionysos, qui a fait suite en fait au projet MHM. Où là, on a démarré un projet pour 36 mois qui s'intéresse donc à la fatigue des ancrages encore, et aussi à la fatigue du flotteur. Donc sur ce projet, donc ouais, comme je disais, on part pour 36 mois. Et donc on va en fait, pourquoi la fatigue en fait, pourquoi s'intéresser à cet objet de fatigue? Tout simplement parce que pour les ancrages, en fait, très souvent, c'est dimensionnant. Donc d'une part, c'est aussi la même chose pour les flotteurs, c'est ce que disaient nos collègues tout à l'heure. Et donc, bon, d'une part, c'est dimensionnant, et on sait aussi, notamment sur les ancrages, que si on se met à l'échelle d'une ferme sur 20 ans, vu les statistiques de casse des ancrages sur les gros corps, on sait qu'il y en a qui vont casser. Donc il y a quand même un intérêt d'anticiper ça, de se dire quand est-ce qu'il va falloir changer un ancrage, sur quelle éolienne, etc. Donc voilà, donc on a démarré ce projet Dionysos où on va se focaliser sur un test concret sur une éolienne avec des capteurs déployés donc sur l'éolienne en mer Zephyros et l'Exai Wind Demo. Et donc sur cette éolienne, on a déployé déjà un certain nombre de capteurs structurels. Donc on a déjà déployé une centrale inertielle qui va être installée sur le pont principal du flotteur. Il y a aussi des accéléromètres dans la tour. Donc ça c'est pour la partie structurelle. Et assez rapidement, on va pouvoir déployer aussi des capteurs environnementaux, notamment un lidar en tête de nacelle, qui vont nous permettre de mesurer le vent non perturbé par l'éolienne. On devrait aussi avoir une bouée de mesure déployée par le propriétaire de l'éolienne. Et donc voilà, ça va être donc on va avoir des flux de données qui vont arriver des capteurs. En parallèle, on a développé donc le modèle OpenFast de l'éolienne, donc modèle couplé avec les quatre mondes qui se rencontrent et les interfaces qu'on a expliquées tout à l'heure. Donc ça, c'est 2 premières briques. Et donc là, au bout d'1 an de projet, les premiers résultats qui arrivent, c'est que on est capable aujourd'hui de comparer les mouvements mesurés de l'éolienne avec les mouvements du modèle OpenFast couplé. Et donc ça, en fait, on est capable de le faire parce qu'on a développé en interne chez FEM un outil qui permet de rapatrier automatiquement les données de capteurs, qui permet de coupler le modèle global de l'éolienne avec notre plateforme. Et donc, on lance automatiquement des simulations quand il y a besoin. Et on peut aussi forcer des sous-modèles. Par exemple, on peut forcer juste le modèle d'ancrage avec les mouvements. Avec les mouvements du flotteur. Voilà. Donc ça va donner déjà une première réponse à d'accord, on a des modèles, mais quelles sont les incertitudes de ces modèles? Parce qu'en fait, quand on regarde dans la littérature, il y a très peu de comparaison en modèle mesure en fait, avec des éoliennes flottantes en mer. Ça a été fait parfois sur des cas extrêmes ou un certain nombre d'états de mer, mais c'est assez limité en fait. Donc là, nous, on est capable de le faire toutes les heures sur toute la vie de l'éolienne. Donc bon, ça, c'est une première brique. Et puis ensuite, du coup, en fait, on est capable d'estimer sur tout le modèle, on a accès aux variables
qui sont calculés par le modèle, et donc on peut simuler des capteurs en fait. Donc avoir accès à d'autres indicateurs du modèle. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect qu'on va être rapidement capable d'adresser, c'est détecter des anomalies. Parce que toutes les heures, on est capable de faire la comparaison modèle-mesure, mais est-ce qu'il y a à certains moments des choses qui n'étaient pas modélisées, des phénomènes physiques qui n'étaient pas modélisés dans le modèle global et qui apparaissent? Ça, on pourrait regarder toutes les heures, mais on va le faire automatiquement. Et donc, on va être capable de le faire soit sur des anomalies qu'on a pressenties, qu'on a simulées en avance, soit sur des anomalies en fait inconnues, parce que en fait, on voit qu'il y a une mauvaise corrélation entre le modèle et la mesure, et on peut le faire automatiquement. Donc voilà, ça c'est les deux, on va dire, perspectives assez court terme là qu'on va avoir sur le projet. Ok, non mais c'est très... Déjà, il n'y a pas beaucoup, c'est parmi peut-être des premières mondiales d'instrumenter une éolienne flottante en production. Il n'y a pas beaucoup de sites encore, déjà pas beaucoup d'éoliennes flottantes, il faut bien voir à l'échelle du monde qui sont déployées, hein, encore, qui sont en production encore moins et instrumentées. Voilà, donc nous, effectivement, hein, il y a sûrement beaucoup d'acquisitions intéressantes à venir dans les semaines et les mois à venir suite à ce déploiement, dans le but de faire progresser effectivement l'association du jumeau numérique, le traitement des cas et confronter effectivement les résultats qui vont nous revenir de cette éolienne Zephyros par rapport à ce que nous prédit le modèle numérique actuellement. Donc du coup, pour poursuivre dans la thématique, donc Loïc de Morphosense peut-être nous parler un peu justement aussi comme Morphosense est partenaire du projet Dionysos et développe donc des solutions innovantes justement de suivi des structures en temps réel. Peut-être Loïc, voilà, si tu peux nous faire partager quelques retours d'expérience que tu as eu, et aussi à travers ce que disait Romain, on voit que l'acquisition de données nécessite après de pouvoir traiter ces bases de données, donc un flux quand même d'informations qui doit être anticipé. Peut-être tu as peut-être des expériences aussi ou des retours sur voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre après pour gérer, traiter toutes ces données qui arrivent. Oui, merci. Je vais juste revenir sur faire une petite présentation Morphosense brièvement pour que tout le monde sache ce qu'on fait. Nous, on a développé deux solutions techno, une autour d'un système qu'on appelle système Neuron, qui est un système de monitoring des structures, donc à base d'accéléromètre. Donc là, on cherche à mesurer le comportement statique, dynamique des structures. Et dans ce système, on interopère avec également des systèmes existants, type station météo, jauge de déformation, tout type de capteurs, ou des données autres, type SCADA. Donc ça, c'est la brique de base qu'on a développée. À ceci, on associe une autre solution qui est le jumeau numérique. Donc, sur ce jumeau numérique, on va, comme ça a été présenté, on vient coupler en continu des modèles, des mesures pour extraire d'autres types d'informations. Nous, en l'occurrence, les informations principales qui nous intéressent, c'est des informations en lien avec les anomalies ou avec la fatigue. Voilà, juste pour que vous sachiez ce qu'on fait. Et du coup, on a un certain nombre de structures instrumentées. Aujourd'hui, on a un certain retour d'expérience là-dessus. Tout d'abord, sur le jumeau numérique, on a eu une définition très claire qui a été présentée. On voit bien que c'est un modèle d'un côté, des mesures de l'autre, qu'il faut faire communiquer ensemble. Et on oublie souvent le troisième acteur, qui est pourtant essentiel, qu'on a peut-être tendance à sous-estimer parce qu'il est évident, et pour autant il est essentiel aussi dans la brique, c'est la brique IT. Donc toute la partie informatique. On considère que peut-être que ce sujet est pas si essentiel, et pour autant construire une architecture pour les jumeaux numériques
c'est très particulier parce qu'on doit très vite gérer un flot de données assez important qui arrive. Et donc, il faut être capable de faire tourner des modèles en parallèle de ces mesures qui arrivent. La mesure qui arrive, elle n'attend pas, donc le modèle, il faut qu'il soit suffisamment rapide. Et donc, comment architecturer ce jumeau numérique, c'est tout un enjeu. Donc, pourquoi je l'évoque, c'est juste parce que quand on vient construire un jumeau numérique, c'est pas un sujet qu'on peut dire oh bah oui on fait tourner un modèle, on couple et puis c'est bon. Il y a vraiment une réaction comment cette architecture est faite. Est-ce qu'elle est faite en cloud, est-ce qu'elle est faite en local, si elle est faite en cloud, qui est l'hébergeur, est-ce qu'il est européen, est-ce qu'il est étranger, il est hors Europe. Toutes ces questions, elles se posent en fonction du sujet, en fonction du type de données. Donc il est bien important de définir ça, de bien être au clair là-dessus. Nous, on a fait des choix sur ces choix. Et c'est des questions qu'on s'est très vite posées côté monitoring, parce qu'on a fait le choix du cloud. Et on s'est rendu compte très vite que l'architecture qui a été choisie pour monitorer était parfaitement scalable sur la partie digital twin. C'est pour ça qu'on a pu avancer assez vite sur ce sujet. Mais c'est parce qu'on a aussi eu ce bon choix de départ qu'on a pu très vite aborder ce sujet. Sur la question IT, pourquoi je l'évoque aussi? Parce que au début, quand on construit le jumeau numérique, on ne sait pas trop où on va. Il y a des phases de calibration, des phases de démarrage, on va dire, pour faire coupler le modèle à la mesure. Et donc, il y a toute une partie où il va falloir faire des calculs en parallèle, des recalculs. Et donc, en fonction du choix de l'architecture IT qu'on va avoir, ces sujets vont être plus ou moins compliqués à aborder. Donc, la finalité sur ce sujet IT, c'est d'être bien conscient que construire un jumeau numérique implique au même degré d'importance la connaissance d'un modèle, la bonne maîtrise d'un modèle, la bonne maîtrise d'une mesure, mais aussi la bonne maîtrise d'une architecture IT. Associé à cet IT, je voudrais aussi aborder un autre sujet qui est la question de la base de données. Ça aussi, c'est une évidence pour certains. Et pour autant, notre ex aujourd'hui, c'est qu'on dit oui, il faut mettre en base de données, il faut bien mettre des labels, il faut bien dire telle donnée, telle donnée. Et une fois qu'on l'a dit, on ne le fait pas. Ou on ne le fait pas de façon assez consciencieuse. Ce qui fait qu'on fait l'acquisition, on fait tourner des modèles, on fait tourner des mesures arrivent, sont couplées. Et puis après quelques années, on se dit quand même, finalement, je voudrais soit faire des recalculs depuis le début parce que je me suis trompé, soit récupérer les données d'une certaine façon. Et ça, c'est plus ou moins possible suivant comment, à la base, on a décidé de construire notre base de données. Tout ça pour dire que le rangement des données et des modèles, il est capital si derrière on veut venir exploiter toutes ces données. Autant pour l'opérateur, mais également pour tous les algos d'IA, on utilise de plus en plus des algos d'IA et qui ont diverses applications. Et ces algos d'IA, ils marchent que s'il y a des bonnes bases de données. Donc ça, c'est également un sujet en soi à bien avoir en tête. Et pour finir, j'aborderai un dernier point sur la construction du jumeau numérique, c'est son fonctionnement opérationnel. Souvent, quand on achète des systèmes, on pense à son utilisation. Je vais acheter un système parce que je veux détecter des anomalies, connaître la durée de vie de mes mon éolienne. On pense assez peu à l'opérateur, à celui qui va l'utiliser, à son niveau de formation. Et donc, ça aussi, c'est dans la construction du jumeau numérique, son utilisation opérationnelle, c'est essentiel.
de bien être au clair sur qui construit, qui utilise. Le niveau de compétence n'est pas toujours le même. On peut passer d'un chercheur à un ingénieur, à un opérateur. Et donc, être bien au clair sur qui utilise, c'est important, avec les bons outils de restitution, de visualisation pour faire les choix adéquats. Ça, c'est nous, aujourd'hui, nos règles sont assez claires là-dessus. Il n'y a pas assez de réflexion il n'y a pas assez d'action sur ce sujet. Et on se retrouve assez souvent avec un système qui fonctionne, mais qui n'est pas utilisé parce qu'on n'a pas pensé que quand on achète un système, quand on achète une techno de ce type complexe, eh bien, il faut aussi avoir les personnes qualifiées en face. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête. Et je repense à quelque chose qui est important pour la construction d'un jumeau numérique. Aujourd'hui, on a construit un certain nombre de jumeaux numériques sur des structures diverses, pas forcément des éoliennes. On a eu des portes d'écluses et d'autres structures. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que la bonne construction du jumeau numérique, elle implique d'avoir trois acteurs autour de la table. Le fournisseur de la techno, en l'occurrence c'est nous on s'intéresse à des... Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions d'industrialisation de ces technos. On a souvent un BE, ou en tout cas une personne qui maîtrise les modèles et qui va être capable de guider sur la bonne construction des modèles. Et on a le donneur d'ordre, l'opérateur qui va vouloir utiliser sa structure. Et donc la construction d'un jumeau numérique, elle implique de mettre autour de la table ces trois acteurs et qu'ils arrivent à se comprendre et à bien expliquer leurs besoins et ce qu'ils sont capables de faire les uns les autres. Donc ça, c'est essentiel pour aboutir à ces jumeaux numériques. Ce point, tous ces points que j'évoque paraissent évidents. Et pour autant, dans la mise en place opérationnelle, eh ben, c'est ces points qui posent de réels problèmes. Donc voilà, je pense que c'est le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui sur les quelques structures sur lesquelles on a construit des jumeaux numériques. Ok, super. Ben, merci Loïc. Écoute, je trouve très intéressant de pouvoir déjà aborder vraiment du début des réflexions amont qu'on doit avoir au niveau de l'architecture des bases de données, des besoins IT, jusqu'à finalement l'opérateur final. Donc, il faut bien voir que c'est des nouvelles technologies, des nouvelles data qui sont mises à disposition, des nouveaux outils dans lesquels il y a sûrement à terme des formations à prévoir pour ces opérateurs. Ça peut aussi amener pour l'installation, ce n'est pas le sujet là, mais on peut voir des données supplémentaires qu'on peut avoir pour l'installation au niveau des tensions des lignes, fonctionner différemment. Donc voilà, c'est en tout cas quelque chose qui va être amené à se développer et pour lequel il faut anticiper vraiment depuis la phase conception jusqu'à après comment ça va se passer, un suivi in situ sur le long terme. C'est primordial pour que ça soit valorisé au maximum par la suite. Donc, un peu pour arriver sur la fin de cette table ronde, on parle depuis tout à l'heure de l'instrumentation. Donc, on va instrumenter des lignes, on va instrumenter un flotteur en mouvement, on va instrumenter le hub d'une éolienne sur certains critères de vibration ou autres, avec des lidars pour capter le vent incident. Il y a certains éléments qu'on n'a pas encore évoqués, dont les câbles dynamiques font partie. Donc le câble dynamique, c'est le véritable cordon ombilical en fait, d'une éolienne flottante ou d'une sous-station flottante. C'est ce qui va permettre d'une part d'exporter l'énergie, donc c'est le câble qui relie la structure flottante au sol, et d'une part, à travers les signaux de communication sur fibre optique souvent, contrôler la machine et avoir le retour de la data justement. Et donc au niveau des technologies de capteurs, il y en a qui sont encore en cours de développement en fonction de ce qu'on veut monitorer sur les composants qu'on a identifiés comme sensibles. Donc justement, pour parler de cette thématique câble dynamique d'export et du monitoring, et du choix technologique de capteurs à mettre en place pour pouvoir améliorer notre compréhension du fonctionnement et après du suivi en durée de vie de ce câble, Antoine Maison, donc, qui est ingénieur de recherche au sein de France Énergie Marine, va pouvoir nous parler un peu également de cette thématique, des projets en cours et comment on les aborde actuellement dans l'Institut.
Oui, merci Nicolas. Donc effectivement, moi je vais faire un petit focus sur un des composants de l'éolienne flottante qui est le câble électrique, le câble dynamique, le câble d'export. Parce que donc c'est un composant qui est là, on sait tous un peu qu'il existe, mais c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, et c'est pas forcément la première chose sur laquelle on met des efforts de R&D justement, en termes de modélisation, en termes de conception, en termes d'instrumentation. Alors c'est l'origine de ces choix-là, c'est aussi surtout parce que c'est pas quelque chose qui va nous coûter cher, dans le sens où si jamais le câble casse pour une raison ou une autre, bon, ça va pas nous coûter une éolienne, quoi. C'est pas ça qui va nous faire perdre l'éolienne, nous coûter très très cher, quoi. Après, c'est quand même quelque chose qui va nous faire perdre la production de l'éolienne, éventuellement toutes les éoliennes qui sont derrière. Donc c'est quand même quelque chose qui va nous coûter un certain prix en termes de manque à produire, on va dire. Au-delà du prix du remplacement du câble. Et donc c'est quelque chose, c'est un composant sur lequel on a peu de retours d'expérience, dans le sens où il y en a très peu qui sont déployés actuellement. Et c'est un composant sur lequel on ne sait pas trop où on met les pieds en termes de design, dans le sens où on a du retour d'expérience qui vient de différents secteurs, que ce soit l'oil and gas ou le terrestre ou l'aérien. Enfin voilà, on a beaucoup d'expérience sur des câbles électriques, mais là, on est avec les éoliennes flottantes, on est sur des contraintes qui sont vraiment spécifiques, où on va vouloir faire passer pas mal de puissance à un niveau de tension qui est relativement élevé par rapport à ce qu'on connaît en subsea, en tout cas pour des applications dynamiques, parce que là, on va avoir des effets dynamiques, des effets de mouvement, des efforts hydrodynamiques qui vont être assez, on va dire, élevés et dimensionnants, et qui vont appliquer des contraintes assez élevées sur les câbles. Donc du coup, en termes de conception déjà des câbles, bon, on part de loin un petit peu et on ne sait pas trop où on met les pieds, dans le sens où on maîtrise pas vraiment, on ne sait pas vraiment prédire la durée de vie de ces composants-là, parce que voilà, on n'a pas assez de retour d'expérience sur les designs qui vont être mis en place. Et au-delà de ne pas avoir de retour d'expérience, on n'est même pas certain des designs qu'on va mettre en place, parce qu'il y a encore des gros verrous technologiques à lever là-dessus, pour notamment monter en puissance, comme c'est la tendance actuelle. Et donc, non seulement on a ces problématiques de conception-là, et du coup, comme on a ces problématiques de conception, qu'on n'a pas beaucoup de retour d'expérience et qu'on va avoir du mal à faire des prédictions de durée de vie précises, fiables, ben on est un peu obligé de les instrumenter, dans le sens où ça va être les seules informations, enfin ça va être des informations très précieuses pour, comme disait Alexis tout à l'heure, essayer de déterminer la durée de vie qui reste à ces composants-là, dans le sens où on a dimensionné les choses à peu près pour 20-25 ans dans l'idéal. Bon, dans la théorie, quoi. Après, dans la pratique, on ne sait pas trop, comme on n'a pas de retour d'expérience. Donc l'idée là, c'est sur ces câbles-là, c'est d'essayer de trouver des techniques, des technologies qui vont nous permettre de les instrumenter et aussi de les modéliser proprement pour pouvoir justement mettre en place des jumeaux numériques et puis essayer de faire de la prédiction de durée de vie, quoi. Donc on avance sur ce composant-là, qui est, voilà, comme je l'ai dit, un peu novateur, sur lequel il y a du challenge. On avance un peu sur tous les fronts en parallèle, sur le front conception, sur le front instrumentation et sur le front modélisation, sur lesquels voilà, on part un peu de loin sur tous les sujets. Donc oui, effectivement, on a pas mal de sujets en cours de R&D là-dessus. Et puis il y a de la R&D un peu chez tous les acteurs, notamment Morphosense, qui développe des technologies de suivi qui peuvent être adaptables sur ces câbles. Notamment aussi chez les fournisseurs de câbles ou chez les exploitants comme EDF, où effectivement on part sur des fermes flottantes. On sait qu'on veut certaines caractéristiques pour ces câbles-là.
parce qu'on a besoin de monter à 66 kV pour les câbles d'export interéoliennes, parce qu'on veut faire des sous-stations flottantes, parce qu'on veut avoir des câbles d'export de la sous-station flottante en courant continu à 125 ou 223 kV. Sauf que bon, bah, voilà, pour l'instant, tout ça, c'est difficile à appréhender et voilà, on a peu de retours d'expérience. Et donc voilà, ce petit témoignage-là, c'est surtout pour illustrer le fait que dans ce domaine-là, dans le domaine, on va dire, précis du câble, on va vraiment avoir un gros besoin de mettre en place ce genre d'approche un peu modèle donné, parce que, enfin modèle expérimental, parce que ça va être notre solution la plus fiable pour estimer correctement les durées de vie et faire de la maintenance prédictive la plus optimisée possible, et pour qu'au final ça nous coûte le moins cher possible et que ça marche autant que possible. Voilà, c'est un peu... Ok, merci. Non, mais très... Voilà, on voit que c'est un sujet encore... un sujet complexe, comme beaucoup de sujets depuis le début de notre discussion, sur lequel on travaille technologiquement pour sélectionner les capteurs, pouvoir tester. Il y a quand même une phase de sélection, d'identification des modes de défaillance, test en bassin, test sur bande d'essai, pardon. Et quand même la volonté pour pouvoir après valider les retours capteurs, valider les choix des méthodologies, d'aller se confronter au réel, d'aller installer in situ. Je crois que c'est vraiment le discours qui revient sur les différentes interventions et retours d'expérience, c'est qu'il y a un moment, si on peut valider, là on a la chance de pouvoir le faire sur l'éolienne Zephyros. C'est vrai que voilà, la Norvège est un peu loin, mais trouver des solutions pour réussir à acquérir de la data sur des systèmes qui seront déployés sous peu a priori, pour confronter, on va dire, ces approches-là, les consolider et les valoriser au mieux pour les projets, pour la R&D par la suite. Voilà, écoutez, je vous remercie tous les 5 pour votre intervention et les éléments évoqués. Du coup, maintenant, je vais me tourner vers l'assistance et voir s'il y a des questions qui vous viennent. Oui. Alors, c'est vrai que les fermes pilotent actuellement en construction pour la Méditerranée, ou Idéol sur le Semreb, là, à 35 mètres de fond, enfin même pas, 16 mètres de fond, 17 mètres de fond, je ne sais plus. 35 ouais. Je vais faire une petite phrase un peu politiquement correcte, mais c'est un non-sens en fait pour le flottant. Parce que 35 mètres, on sait faire du jacket, on sait faire des choses fixes. 100 mètres, 150 mètres, on commence à parler correctement pour installer le flottant, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Il n'y a pas d'alternative. Les ancrages oil and gas les plus profonds, c'est environ 2800 mètres. D'accord, avec des risers métalliques, etc. Pour les éoliennes flottantes, les prédictions de vent les plus favorables en Méditerranée, on est sur la côte Roussillon, l'Occitanie, et on a un problème en France, c'est qu'il y a le plateau qui est à 150 mètres là, donc pour les projets pilotes et à venir. Mais tout de suite après, on a des canyons qui emmènent le fond marin vers 500, 1000, 1500, 1000 mètres. Et là, on n'a plus le choix. C'est que du flottant, mais en plus, c'est que du flottant partout. C'est-à-dire qu'en fait, les câbles dynamiques interarrêts, donc entre éoliennes ou les câbles d'export, devront de toute façon flotter, parce qu'on ne peut pas les envoyer à 2000 mètres de fond, les poser au fond de la mer et les faire remonter. Enfin, vu le prix du câble, ça devient compliqué économiquement à faire ça. Pour l'ancrage, se pose le problème de l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire tenir une éolienne dans 2000 mètres de fond, il y a plusieurs technos qui existent, elles sont là, mais il y a une masse et une dynamique des lignes qui est complètement différente de petites lignes, entre guillemets, de 150 mètres. Et donc là, il y a la question de quelle taille doit faire le flotteur pour récupérer ces chaînes. Enfin, ces chaînes, ces lignes textiles, etc. Et donc, quelle taille doit avoir la turbine pour avoir un productible tel que le coût de tout ça ait un sens.
Donc là, on parle d'éoliennes au-delà de 20 MW, bien au-delà de 20 MW de productibles. Donc on est plutôt vers les 25-30 MW d'éoliennes, sachant que celles qui sont actuellement installées, elles font à la grosse entre 8 et 12. D'accord ? Là, il y a Vestas qui a sorti une 16, mais c'est en prototype. Donc là, on parle d'éoliennes qui seraient 2 fois plus grandes en productible, ce qui veut dire à peu près 3 fois plus grandes en dimension. Ce qui veut dire que les flotteurs qu'on sort actuellement, ils vont être des Lilliputiens par rapport aux flotteurs qu'on essaye de projeter dans les 10 ans, 15 ans à venir, pour justement aller sur des sites qui nous obligent à produire des lignes d'ancrage pour tenir dans 500, 1000, 1500 mètres. Voilà. Et là, pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Personne ne peut vraiment répondre sur comment ça va se passer. Par contre, on peut essayer de scénariser. Est-ce que ça fait sens au niveau de l'industrie d'aller projeter des monstres d'éoliennes de 30 MW avec des flotteurs qui vont faire 200-300 mètres de côté, avec des lignes d'ancrage qui iront plonger dans 2000 mètres de fond. Et ça pose des problèmes aussi de jumeaux numériques, avec comment est-ce qu'on fait pour modéliser ce genre d'éléments flottants. Quel argent on met derrière pour faire progresser la modélisation, la captation des mesures, la transmission, très, très bon sujet. La transmission, ça coûte énormément d'argent pour monitorer. Ça va pas seulement mettre le capteur quelque part, c'est pinguer la donnée entre le flotteur et la Terre. Ça coûte, parce qu'à un moment donné, soit on passe par de la fibre optique, soit on passe par satellite. Dans les 2 cas, ça coûte. Et on a la perte de données. Donc, il faut savoir le scénariser et l'anticiper au mieux. Quelqu'un veut... Je voulais juste compléter sur la question initiale de l'ancrage. En fait, paradoxalement, c'est plus simple de designer un ancrage dans 2000 mètres de fond que dans, aujourd'hui, moins de 100 mètres. Pour des problèmes de fatigue, des problèmes de tension dans les lignes, en fait, une ligne plus longue va être plus facile à dimensionner qu'une ligne très courte qui va du coup reprendre beaucoup de tension. Et donc, par contre, il y a d'autres problématiques, évidemment, dans 2000 mètres de fond, et notamment, la problématique principale, c'est qu'on va... l'ancrage, le pattern d'ancrage, l'empreinte de l'ancrage va être plus importante pour un ancrage standard, on va dire, dans 2000 mètres de fond. Ce qui voudrait dire que pour éviter des croisements de lignes, ce qu'on veut éviter à tout prix, parce qu'on ne veut pas que les lignes se rencontrent, on va être obligé d'éloigner les éoliennes, ce qu'on ne veut pas, puisque forcément, si on éloigne les éoliennes, on aura moins de production au kilomètre carré, ce qui est négatif pour la production au final. Donc on réfléchit pour ces grandes profondeurs, notamment qu'on voit sur la côte ouest des États-Unis, où on est entre 1200 jusqu'à 2000 mètres, à différentes technologies alternatives. On parle d'ancrage partagé, on parle de différentes technologies qui vont arriver, d'encre ou d'ancrage partagé, qui vont permettre de réduire notamment la problématique du coût qui vient derrière. Il y a même des gens qui pensent à s'affranchir de l'ancrage. À un moment donné, ils se disent mais ça va être compliqué de mettre, comme tu dis, d'avoir une densité d'éoliennes pour les définir en tant que parc et donc avoir un productible si on a des contraintes de rotor, des contraintes d'ancrage, etc. Donc pourquoi ne pas s'affranchir de l'ancrage et mettre des systèmes de dynamic positioning sur les flotteurs et qui comme ce qu'on fait sur les navires. Sauf que là, ça pose d'autres problématiques de capteurs. Encore là, on rentre dans le monde du capteur parce qu'en fait, le DP n'est fait que de capteurs et de réponses. Et donc là, c'est la fiabilité des capteurs et la fiabilité de la transmission de la donnée qui est en jeu. Mais il y a vraiment des gens qui, enfin, vraiment, tout le monde se pose un peu la question. C'est-à-dire, mais jusqu'où ça va aller ? Pardon ? Et il faut l'alimenter, et il y a toute une problématique d'autonomie. Donc voilà, on est sur on est à la frontière de plusieurs disciplines et de plusieurs mondes, entre guillemets. Très bien, non, la question est très intéressante, mais on voit que comme toute industrie, voilà, il faut un peu de temps pour... on a fait d'abord des monoplans avant de faire des A380. Les sujets se posent, mais voilà, étape par étape.
Enfin, pour moi, de mon point de vue, aujourd'hui, on va chercher à... Il n'y a pas vraiment de relation encore avec la profondeur. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas totalement perçu. On cherche à faire avec un maximum de production au kilomètre carré, donc avoir le plus dense possible. Après, il y a d'autres problématiques de sillage, etc., qui viennent perturber le système. Mais voilà, après, par contre, on voit aujourd'hui qu'effectivement, on est aujourd'hui on parle de 15 MW, demain de 20, voire plus. Il y aura probablement un optimum qui se situera entre 15 et 25 MW, même si certains parlent de 40 MW. Il faut imaginer quand même qu'aujourd'hui, une turbine de 15 MW, on est presque aussi grand qu'une tour Eiffel, hein, donc c'est quand même un objet qui est une taille importante. Donc voilà, on imagine 40 MW, ce que ça pourrait représenter. Je peux même rajouter les infrastructures qu'il y aura derrière pour produire ça, on en parlait. Oui, après, tout le monde peut faire de la projection. Hein. C'est facile de faire de la projection et d'agrandir tout. Pour donner une idée, les pales de la Liad, les pales de la Vestas là, de 16 MW, une pale, c'est 123 mètres. Et donc déjà, à transporter, c'est compliqué. Et pour les éoliennes qu'on essaie de développer tous un peu autant qu'on est, quand on projette des éoliennes de plus de 20 MW, on s'aperçoit qu'il n'existe pas de grue au monde capable d'installer ces turbines. Donc, voilà, on arrive le tipping point, il est là en fait. C'est que même sur une 15 MW, il n'y a pas beaucoup de navires dans le monde qui sont capables d'aller s'associer ensemble sur un projet pour aller installer ce genre de produit. Donc là, on arrive vraiment sur des limites d'industrie au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il faudra recréer une flotte de navires et de quais suffisamment renforcés pour supporter les masses. C'est ce que le port de Brest est en train de faire dans une première génération de renfort de port, mais c'est que la première. Hein. Il va falloir encore renforcer dans 10 ans, ou plus, pour essayer d'accueillir des éoliennes de plus en plus grandes. Alors, jusqu'où personne ne sait le dire actuellement. Mais pour l'instant, je pense que nous, on le fait. Je pense que tous les autres le font, chacun à son échelle, pour dire voilà, quelle sera la ligne future pour justement aller capter le vent là où il est. Au final, c'est ça. Hein. Ok, merci. Oui, il y en avait. Ouais, je pense qu'avant d'aller aussi loin dans le futur, sur le jumeau numérique, est-ce qu'on ne peut pas être déjà assez pragmatique avec ce que réalise déjà l'industrie éolienne terrestre, avec des SCADA complétés déjà par des jumeaux numériques qui, alors pour reprendre ce que disait Maxime, couplent pour l'instant, je dirais que deux choses, l'aérodynamique et la structure. Aller peu finalement sur la partie géotechnique. Je ne pense pas qu'on aille vraiment suivre ça. Mais justement, comment peut-on se poser les bonnes questions pour étendre ça? Alors non, je disais 2, et en fait 3, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné tout à l'heure, qui est le contrôle-commande. Et que dans le jumeau numérique, justement, on prend ça aussi bien en compte, d'autant qu'il peut y avoir des stratégies de pitch and co qui diminuent la fatigue. Donc voilà, comment est-ce que... Enfin, la bonne question n'était pas de voir comment étendre ces 3 domaines, un couplage effectivement auquel il faut rajouter l'hydrodynamique, c'est-à-dire la dynamique du flotteur, et l'ancrage. Donc passer à 5 couplage à 5. Donc, moi, de ce que j'ai vu au niveau d'utilisation des données SCADA pour la maintenance préventive des éoliennes, alors terrestre, il y a aussi certains champs en mer où les données SCADA sont utilisées. Oui. En fait, sur les... Oui, pour juste... Donc SCADA, c'est un système qui regroupe les informations de tous les capteurs qui sont sur l'éolienne, enfin sur les éoliennes d'un parc. Et en fait, il y a beaucoup d'exploitants qui utilisent ces données capteurs pour
en fait, détecter des anomalies de fonctionnement d'éoliennes. Et effectivement, moi, de ce que j'ai vu en tout cas, aux conférences auxquelles j'ai pu assister, il n'y avait pas vraiment Siemens, Vestas, qui ont peut-être des systèmes plus évolués. Mais les exploitants, eux, clairement, ils utilisent des données, donc des capteurs. Et il y a clairement deux problèmes à ça. C'est que, il faut déjà attendre plusieurs mois de données pour pouvoir entraîner des modèles basés données uniquement. Donc il y a toute une phase où on n'est pas capable de détecter d'anomalies. Et puis surtout, on détecte des anomalies par rapport à un fonctionnement passé, mais pas par rapport au design. Voilà. Et donc, ça, notre approche, nous, elle apporte ça. Alors, ce qu'on sait, par contre, c'est que aujourd'hui, déjà, les exploitants pour détecter des anomalies à partir des SCADA, ils doivent faire des modèles basés données. Et rien que la gestion de ces modèles, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Ça demande en fait beaucoup de temps homme. C'est pas forcément compliqué, mais c'est complexe. Et nous, avec nos approches, on va apporter encore de la complexité. On va apporter des nouveaux modèles, il va falloir calibrer des paramètres, etc. Donc ça va être aussi un enjeu, ça c'est clair. Ça, je sais pas si je réponds à ta question, il y a Hervé sur comment étendre le SCADA vers les approches hybrides. Voilà, mais en tout cas, il y a des pistes, et ce qu'on voit, c'est que ça va être encore plus compliqué. Voilà. Ok. Ouais, il y a quelque chose à rajouter sur ce point ou on passe à la question suivante? Vas-y Maxime, si tu souhaites compléter. Comme tu dis, le fin mot de l'histoire, le départ de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on fait pour produire de l'électricité en mer. Donc le productif de la turbine, c'est le point de départ. C'est ce qui convainc les financeurs, les assureurs d'aller avec le développeur sur tel ou tel parc, qu'il soit flottant, fixe, etc. Donc les paramètres de l'éolienne, ou des éoliennes, quelles qu'elles soient, sont des données d'entrée contraintes pour le flotteur et l'ancrage. Donc en fonction des parcs, en fonction des développeurs, en fonction des turbiniers, on va nous imposer, à nous, les gens qui faisons les flotteurs et l'ancrage, des éléments de stabilité de flotteur supplémentaires par rapport à ce qu'on pourrait naturellement designer pour un flotteur non éolien. Donc typiquement, voilà, je prends un exemple. L'électronique de la turbine ne permet pas d'avoir un tilt, donc un angle par rapport à l'horizontale de plus de 2 degrés, par exemple. On va devoir trouver un design qui permette de maintenir un flotteur à moins de 2 degrés dans les cas extrêmes, dans les cas de fatigue. Et donc tout ça va tourner dans les modèles d'hydrocouplage, couplage hydro-ancrage, hydrostructure, pour être sûr que cette frontière de degrés ne soit pas dépassée pour justement permettre un productible à la turbine. Voilà, c'était juste pour un petit cas pratique. Non, mais ça montre bien justement comment ça interagit, les différentes disciplines, que ce soit les flottoristes, les turbiniers. Voilà, tout ça, ça doit travailler ensemble pour optimiser à la fin la robustesse et la production des systèmes. Peut-être une autre question ? C'est une question complexe. Oui, pour répondre clairement, c'est une roadmap en soi. Par contre, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le degré de maturité de la construction d'un jumeau numérique, elle en soit là. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a besoin d'un côté de connaître le niveau de sensibilité des capteurs, d'un côté savoir si ce qu'ils mesurent est de bonne qualité ou pas, et suivre ça au cours du temps. Idem côté modèle. Mais après, de là à déjà être sur ce sujet, c'est peut-être déjà un peu prématuré. Déjà arriver à correctement faire fonctionner en continu un modèle et une mesure couplée,
c'est déjà un sujet. Aujourd'hui, il y a déjà des travaux préliminaires qui ont été faits sur ce sujet. Notamment, je cite un chercheur avec qui on a un petit peu travaillé côté ENSAM, qui s'appelle Francesco Cinesta, qui a un petit peu abordé ces sujets de ce qu'on va appeler les résidus, l'écart qu'il y a entre le modèle et la mesure, comment on utilise des outils d'IA pour apprendre ce résidu, et puis quand ce résidu diverge, lever des alertes et aller chercher l'origine. Aujourd'hui, ça peut-être dans certains domaines, c'est très mature. En l'occurrence, ici, on n'en est pas encore là, il me semble. Ouais, je peux... sur certains capteurs, il y a quand même déjà la notion d'incertitude qui est inhérente à la donnée. Par exemple, sur les centrales inertielles, à chaque position, on a une estimation de l'erreur associée. Donc ça peut être utilisé déjà en on va dire, check qualité très simple. Après, comme on disait, il y a une première porte d'entrée de détection d'anomalies en comparant modèle et mesure, ou alors mesure passée et puis mesure actuelle. Bon, donc ça c'est, je veux dire, c'est surtout de l'implémentation. Effectivement, c'est un challenge, mais sur l'éolienne Zephyros, par exemple, nous, on doit être capable de le... Enfin, là, actuellement, on est capable de le faire, de vérifier, de faire ces vérifications. Après, ce qu'on va essayer de pousser comme sujet, c'est la propagation de l'incertitude. Par exemple, incertitude sur le positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'incertitude qu'il y a sur la tension d'ancrage? Et donc nous, on va essayer, là, dans Dionysos, on va y travailler, mais ça reste effectivement un sujet plutôt exploratoire, qui est pas simple d'approche, parce que il y a des modèles entre chaque. Nous, on va être capable d'avoir l'incertitude du modèle global, mais on va pas avoir des capteurs tout le long de la chaîne, en fait. On va pas être capable de descendre sur chaque sous-modèle. Donc, du coup, voilà, la méthode est pas simple. Ouais. Très bien, je ne sais pas si on a encore le temps, s'il y a encore une ou deux questions. Encore 5 minutes, on me fait signe. Non, mais je voulais juste insister toujours sur le même sujet, en fait. C'est-à-dire que quand on a un jumeau numérique, et moi je pense dans la meilleure acception du terme, c'est qu'on a un modèle et des données, il faut absolument avoir les deux. Et donc c'est aussi ce qu'on fait dans d'autres secteurs, c'est l'assimilation de données, hein, pour corriger le modèle. Et quand on fait de l'assimilation de données, effectivement, il faut avoir des notions très précises sur l'incertitude du capteur. Il faut faire du real-time check, c'est-à-dire vraiment regarder au moment où on acquiert la donnée, quelle est la qualité de la donnée. Et puis il faut aussi le refaire a posteriori, parce qu'il peut y avoir une dérive du capteur, donc de la centrale inertielle, de l'accéléromètre, du capteur de tension, etc. Et d'où l'importance aussi d'un mot qui n'a pas été cité tout à l'heure, mais dont le concept était décrit par Loïc, qui est celui des métadonnées. Donc dans la métadonnée qui accompagne le jeu de données, on met aussi l'incertitude et on met aussi le fait que l'on a réalisé un contrôle de la qualité du capteur. C'est vraiment très important pour que plus tard, quand on va réutiliser, 10 ans après, etc., on aille exploiter des données qui sont vraiment valables parce qu'on aura fait ces qualités de check et qu'elles seront bien indiquées, quoi. C'est en effet essentiel, et sur le début de notre projet, on a beaucoup travaillé justement sur la définition de ces métadonnées. Et en fait, effectivement, la météo, enfin, tous les modèles de prévision météorologique qui sont assez avancés en assimilation de données, et nous, du coup, on s'est inspiré justement de ces standards pour les propager en fait jusqu'au modèle numérique des éoliennes. Donc ça, c'est effectivement...
Et on va continuer, et même au sein de FEM, on va essayer d'avoir tous les mêmes métadonnées, modèles de données pour les différents capteurs et de les stocker dans des bases, on va dire, un petit peu standardisées. Bon, alors, est-ce qu'on va imposer ça à l'industrie? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, nous, on a ce retour d'expérience-là, quoi. Très bien. Du coup, peut-être une dernière question avant de clôturer. Rapidement, en fait, ce qu'on voit, c'est que les dimensions des systèmes de prévision météorologique aujourd'hui sont énormes, quoi. Nous, on se remet à notre échelle, FEM, où on va avoir un modèle, une éolienne, à un endroit donné. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas implémenté l'ensemble des recommandations. Et j'aurais du mal à dire si c'est vraiment applicable, si on se projette à plus grosse échelle, quoi. Il faudrait faire l'exercice, ce serait intéressant. Mais par contre, dans la structure, les formats de chaque échantillon de données, ça, là-dessus, c'est assez simple à implémenter. Et c'est ce qu'on a fait pour avoir les informations, quoi. Notamment à l'intérieur de la donnée, savoir quel est le statut, est-ce qu'il y a, comme Diana disait, est-ce qu'il y a des anomalies qui ont été détectées, etc. Et pas avoir besoin de faire des requêtes compliquées pour aller chercher l'info qui est en fait quelque part, mais perdue dans les méandres des bases de données, quoi. Sur ce point, je sors un petit peu du périmètre unique de l'éolien, mais on a eu d'autres échanges, d'autres clients autour du GC notamment, ou de l'hydro, et justement ils étaient intéressés, ils souhaitaient récupérer les données, donc la question de la base de données et de leur format avait une importance. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le degré de maturité d'un client à l'autre varie énormément. Et suivant justement cette maturité, il est plus ou moins capable de comprendre, de lire cette donnée. Et du coup, imposer un standard, des fois, ça peut être un peu contre-productif et faire que le client n'utilise finalement pas cette donnée. Nous, on a suivi certains formats, certains choix. On a fait certains choix. Et puis, suite aux discussions, on a finalement, dans certains cas, échangé des données sur un format extrêmement, je dirais, basique, avec un CSV, un timestamp, un header, enfin rien de standardisé tel que vous l'évoquez, mais une donnée très simple à prendre en main par le client. Donc ça ne répond pas complètement à la question, mais ça peut-être met un peu en garde sur les standards trop rigides. C'est finalement à prendre au cas par cas à la fin, en fonction de la maturité du client sur ce sujet. Je trouve que ça met en lumière un point assez essentiel, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la formation des opérateurs, mais quand les industriels vont intégrer ou concevoir des modèles de jumeaux, des jumeaux numériques, il y a une vraie problématique aujourd'hui, c'est de trouver des profils qui sachent faire à la fois du modèle, à la fois de l'IT. C'est finalement pas commun. Et donc c'est important parce que pour architecturer ces systèmes, il y en a besoin. Ok. Ouais. Allez, une dernière, oui, vas-y. Après, je vais me faire engueuler. Ah bah. Nous, on cherche un projet pilote en France. Non, mais c'est clair. Alors après, les flotteurs augmentent de taille. Et ce qu'on commence à voir en bassin, c'est qu'il y a certaines problématiques hydrodynamiques qui commencent à se poser, notamment les efforts de second ordre, qui aujourd'hui
sont modélisées de manière imprécise dans les modèles. Et donc, notre approche, elle permettra, au moins sur des prototypes pilotes, de détecter de quoi on parle en fait. Est-ce que en fait, oui, il y a un problème sur 4 états de mer et puis en fait, statistiquement, c'est pas grave. Ou alors est-ce que en fait, sur un grand nombre d'états de mer, c'est vrai et du coup, il y a un vrai impact sur le design. Ça, c'est pas si simple à répondre, quoi, en fait. Donc, Oui. C'est tellement dépendant du site que et l'ancrage et le flotteur et la turbine à choisir seront différents à chaque fois. Donc, essayer de répliquer ce qu'on perçoit à un endroit du monde avec un spot, c'est pas forcément applicable à l'autre. Enfin, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça aussi d'ailleurs que l'industrie du oil and gas, qui est quand même très près de ses sous, hein, quand même. Enfin, le but, c'est de gagner de l'argent, notamment. S'ils avaient pu faire un modèle et répliquer ce modèle partout dans le monde, ils l'auraient fait. Et le fait est qu'à chaque fois, on doit réinventer une moitié d'une roue pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on n'avait pas le choix, en fait. Et l'éolien ne déroge pas à la règle, vu qu'on est dans les mêmes types de sites. On est en mer, la mer est ce qu'elle est. Et c'est à nous de nous adapter à elle et pas à l'inverse. Voilà, grosso modo. Il y a aussi une chose sur ce que va nous apprendre ce projet, c'est aussi, OK, côté modèle, il y aura un certain nombre d'adaptations à faire. Par contre, il va aussi nous permettre de capitaliser sur quels capteurs utiliser, comment les mettre, où les mettre, comment s'interfacer avec le modèle. Ça, que l'on parle d'une SPAR ou d'une autre, l'interface sage, l'idée c'est que ça soit la même. Donc il y a quand même un certain nombre de questions essentielles auxquelles ce projet va répondre sur la construction du jumeau numérique. Ça a été à moitié dit. Un jumeau numérique, c'est vrai que ça, j'aurais pu aussi en parler, ça coûte extrêmement cher à construire. Si ce n'est pas scalable, si on n'en fait pas usage pour d'autres structures, économiquement, c'est souvent pas viable. Il faut qu'il y ait un intérêt soit essentiel, je pense au cas nucléaire, ou que ça soit scalable sur plein d'autres structures. C'est le cas de l'éolien. Construire un jumeau numérique juste pour une éolienne, c'est pas viable. Et donc, il est important qu'il y ait un certain nombre de questions qui soient abordées et qui ne soient plus à retraiter par la suite. J'en ai beaucoup parlé, donc les questions IT, les questions de la base de données et la question des capteurs, où on les met, comment on les met, pour qu'à la fin, ne reste que le moins de choses possible, je dirais. Et là, en l'occurrence, vous l'évoquiez, la question du modèle, qui est également essentielle, mais au moins on réduit au minimum le nombre de choses à scaler après sur les futurs parcs. Très bien. Du coup, je propose d'en terminer peut-être pour cette table ronde. On a un peu débordé. Voilà, juste peut-être un petit mot, une petite phrase ou deux de la fin. Voilà, on voit quand même tout l'intérêt de pouvoir instrumenter des systèmes, de pouvoir alimenter après nos modèles numériques, traiter la validité de la donnée, lui donner de la valeur en croisant des données entre elles. On se projette, l'industrie de l'éolien à mer est encore jeune, flottant encore plus. On entend parler du 20-30 mégawatts à terme, on ne sait pas. Mais de mettre déjà en place les outils, les réflexions, les architectures, faire progresser les besoins en technologie de capteurs, ces bases de données, comment on le traite par la suite, ça nous semble nécessaire justement pour mieux appréhender cette croissance industrielle donc de ces machines. Je remercie à nouveau donc les intervenants.